Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le Forum de la paix dans la capitale française bat son plein durant cette deuxième journée. Une invitation lancée par le président français Emmanuel Macron avec la présence de nombreux chefs d'État africains et des acteurs engagés dans le maintien de la paix. Une émission de monnaie zimbabwéenne annoncée par la Banque centrale du Zimbabwe, une initiative qui entre dans le cadre d'une pénurie de liquidités qui contraint les autorités financières à faire une émission de monnaie nationale durant le mois de novembre 2019. Et enfin, au Ghana, le Accra Sky Train a trouvé ses investisseurs en marge du Forum de l'investissement en Afrique à Johannesburg, un projet qui permettra de répondre à la problématique de congestion dans les villes du pays. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Algérie, un procès de 42 personnes arrêtées pour avoir brandi le drapeau berbère lors des manifestations contre le régime s'est tenu ce mardi 12 novembre. 28 personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel d'Alger à 6 mois de prison ferme, assortie d'une amende d'environ 200 €. Les sentences se succèdent et suscitent l'étonnement, notamment au sein de la Ligue algérienne des droits de l'homme, où ces verdicts sont reçus comme sentences dures, lourdes et qui marquent un tournant inattendu. Ce mardi 12 novembre, c'était au tour des étudiants de manifester pour la 38e semaine consécutive. Ils réclament une justice indépendante et la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la contestation. Toujours dans l'actualité, un forum pour réinventer le multilatéralisme, c'est tout l'objet du Forum de Paris sur la paix qui se tient du 12 au 13 novembre dans la capitale française. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à cette invitation lancée par le président français Emmanuel Macron pour s'entretenir pendant 2 jours autour de questions de gouvernance et de solutions transversales pour converger vers une paix durable dans le monde. Pour le président du Tchad, Idriss Déby Itno, la guerre contre le terrorisme doit être gagnée. Il nous présente les différents défis auxquels doit faire face le G5 Sahel. Nous retrouvons notre envoyé spécial à la Villette à Paris, Paul de Singwe. Monsieur le Président, votre pays, le Tchad, est engagé depuis plusieurs années dans une lutte contre le terrorisme dans la région Afrique centrale et même au-delà, dans la région du Sahel. Quelle est la situation? Où êtes-vous dans ce combat? La situation, telle que vous le connaissez très bien d'ailleurs au niveau de l'Afrique média, parce que vous suivez les actualités africaines, ça c'est Africa 24, oui. Vous suivez les actualités en Afrique très très pointues et je suis souvent votre chaîne, c'est très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant longtemps, nous avons créé, en fait, disons, nous avons mis notre stratégie pour lutter contre le terrorisme dans 2 régions, dans la région bassin du lac Tchad et dans le G5 Sahel. Le Tchad est dans les 2 contingents. La force mixte multinationale au niveau du bassin conventionnel du lac Tchad et G5 Sahel, force conjointe G5 Sahel au niveau du Sahel aussi. Nous sommes présents, comme vous le dites, aussi au Mali, au même titre que nous sommes présents au Nigeria aussi. Donc, en gros, même si Boko Haram et les djihadistes ont une certaine résilience, qui vient du fait que la Libye n'est pas un pays contrôlé, n'est pas un pays où il y a des institutions. La Libye, c'est un pays en guerre et tout ça. Cette résilience vient de la Libye, en armes, en formation et aussi en renfort en hommes aussi, vient de la Libye. Ce qui fait que, quelquefois, peut-être que les Africains sont pressés, voire comme si on ne fait rien. Mais ce qu'il faut faire, on est en train de faire beaucoup de choses. Nous combattons. Chaque jour, nous avons déjà des soldats morts, des soldats blessés. Mais en fin de course, je pense qu'il n'y a pas une solidarité assez agissante de l'extérieur, de nos amis, c'est-à-dire soit européens, soit même, je dirais,
dans les autres régions du globe. Il n'y a pas beaucoup qui nous soutiennent. Ça, c'est malheureux. Mais je pense que nous mettrons nos propres moyens et nous gagnerons cette guerre. L'Afrique doit gagner cette guerre. Cette guerre n'est pas simplement une guerre des pays qui sont de ligne de front, du G5 Sahel, ou bien simplement une guerre qui concerne les pays du bassin du lac Tchad. Comme à l'image du sommet de la CEDEAO, qui avait contribué pour 1 milliard de dollars pour le G5 Sahel. Ça, c'est une contribution africaine. Nous, on demandait en son temps que 400 millions de dollars. On n'a pas eu. On nous a promis, mais on n'a jamais eu. Mais la CEDEAO vient de nous donner 1 milliard en fait, de dollars. Donc, c'est une opportunité qui nous permet de dire que rassurez-vous que nous allons gagner cette guerre et cette bataille. Nous allons gagner la guerre contre le terrorisme par les Africains. Pour les Africains. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'était le président Idriss Déby de la République du Tchad. On le rappelle, plusieurs chefs d'État prennent part à cette deuxième édition du Forum pour la paix de Paris, notamment le président Paul Biya du Cameroun et puis le président invité d'honneur Félix Tshisekedi. Toujours au Cameroun, d'importantes recommandations ont résulté du grand dialogue national qui s'est tenu dans le pays du 30 septembre au 4 octobre, notamment le système éducatif bilingue à l'image du statut bilingue du Cameroun. Les experts recommandent le maintien des 2 sous-systèmes éducatifs, à savoir celui en anglais et en français pour mieux répondre aux spécificités linguistiques du pays. Un sujet de Corinne Kamsefem. Maintenir les 2 sous-systèmes éducatifs au Cameroun, système calqué sur le statut bilingue du pays, c'est l'une des recommandations adoptées lors du grand dialogue national. Dialogue qui s'est tenu en début octobre 2019 pour mettre un terme à la crise séparatiste dans les régions anglophones du pays. Dans la commission sur le système éducatif, la prise en compte des spécificités linguistiques est apparue comme une nécessité pour dissiper tout sentiment de marginalisation au sein des communautés. Si on veut que la nation soit plus unie, on ne doit pas forcément l'uniformiser. La seconde chose, c'est que maintenir les spécificités des 2 sous-systèmes, ce n'est pas maintenir les 2 sous-systèmes intacts tels qu'ils sont. Ce qui permet d'ailleurs d'harmoniser ce qui n'est pas spécifique dans les 2 sous-systèmes. C'est une démarche d'ailleurs qui est déjà en cours. En 2016, l'un des griefs à l'origine de cette crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dénonçait une marginalisation, voire une banalisation de ce sous-système éducatif. En réponse, le gouvernement a procédé au recrutement de 1000 enseignants bilingues, apporté une subvention de 2 milliards de francs CFA pour les écoles privées. Les enseignants francophones ont par ailleurs été redéployés hors des régions anglophones. Nous sommes là devant une réponse de la centrale qui est venue un peu comme les anglophones disent top-down, là où ils auraient voulu participer à l'élaboration des solutions à leurs problèmes. Cette démarche-là, probablement, a un peu heurté les anglophones. Maintenant, quant aux solutions elles-mêmes qui ont été proposées, je vais me permettre de dire que ces solutions portaient sur des questions de détail, là où il fallait une démarche systémique et holistique. Après 3 années de tensions sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement sur sous-système éducatif anglophone, le bilan scolaire est lourd. Environ 5900 écoles fermées, 40 autres incendiées et 600 000 enfants non scolarisés selon l'UNICEF. Parmi les recommandations formulées face à ce désastre figure la tenue des états généraux de l'éducation qui permettrait de régler durablement les problèmes dans ce secteur. Toujours dans l'actualité, au Sénégal, le procès Hissène Habré contre Marcel Mendy a repris ce mardi 12 novembre. L'ancien président tchadien a été condamné à Dakar en 2016 à la prison à vie pour les crimes commis sous son régime entre 1982 et 1990. Hissène Habré accuse l'ancien coordinateur de la cellule communication des chambres africaines extraordinaires de diffamation et injure publique.
public. En cause, un livre de Marcel Mendy intitulé « Affaire Habré, entre ombre, silence et non-dit ». L'auteur se dit serein puisque sa défense au tribunal démontrera toutes les preuves sur lesquelles il s'appuie dans son livre. Néanmoins, les avocats d'Hissène Habré, détenus à la prison du Cap-Manuel, réclament 200 000 millions de francs CFA, soit 300 000 € de dommages et intérêts. Au Zimbabwe, la monnaie nationale pourrait bien faire son retour en novembre 2019, programmée par la Banque centrale du pays. Cette émission monétaire devrait permettre au Zimbabwe de régler sa carence en liquidité. En cause, l'hyperinflation qui sévit dans le pays, ce qui avait abouti à un dollar zimbabwéen fortement déprécié par rapport au dollar américain. Les experts en économie voient en cette émission de dollars zimbabwéens une possible sortie de crise économique. Les détails avec Ange Bijou-Nomenio. Les titres liquides ne feront plus défaut au Zimbabwe. Après plusieurs mois de carence, la Banque centrale du pays a finalement décidé d'émettre de la monnaie au cours du mois de novembre. Cette initiative devrait permettre de régler le manque de cash qui existe dans les circuits économiques et qui s'est matérialisé par une forte inflation de près de 300% en août 2019. Effectivement, il y avait déjà la rareté même de la monnaie fiduciaire, ce qui faisait que la monnaie pouvait s'acquérir à une valeur supérieure à celle qu'elle vaut vraiment sur le marché, d'où l'hyperinflation. Mais il y avait aussi le fait que la monnaie même en tant que telle, elle est rare, en ce sens que même si on dit qu'il y a une quantité importante d'argent en compte en banque, c'est pas tout le monde qui avait des revenus dans ces comptes en banque-là. La nouvelle monnaie zimbabwéenne devrait permettre également de mettre fin à plusieurs années de dollarisation. Depuis février 2019, elle s'est fortement dépréciée avec un taux de change qui est passé de 1 dollar zimbabwéen pour 1 dollar américain à 16,50 dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain. Mais maintenant, est-ce que ça va régler tous les problèmes économiques? Non, parce que l'économie, c'est pas la monnaie, l'économie, c'est la production. Et tant que le Zimbabwe n'a pas relancé la machine de production, il aura besoin de consommer des biens qu'il ne produit pas et donc qui sont produits par d'autres pays. Malgré les vents contraires, l'économie zimbabwéenne devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. L'agriculture et l'exploitation minière devraient être les principaux moteurs de la croissance, soutenus par une augmentation des investissements publics et privés. L'Afrique subsaharienne fait face à une demande énergétique en pleine croissance. Afin de répondre à cette demande, la région doit recourir aux capitaux du secteur privé avec un chiffre d'investissement estimé à 2600 milliards de dollars. C'est le résultat qui ressort du rapport annuel Africa Energy Outlook pour l'année 2019. On découvre plus en détail les résultats de ce rapport avec Salamata Gaye. La 26e édition d'Africa Oil Week a tenu toutes ses promesses à Cape Town, en Afrique du Sud. De grands projets ont été annoncés pour le secteur des hydrocarbures en 2020, ce qui montre tout l'intérêt porté par les investisseurs étrangers. Cette manifestation active des compagnies étrangères pour le secteur des hydrocarbures est néanmoins très peu relevée au niveau des compagnies d'exploitation africaines. La raison pour laquelle il y a cette extraversion du secteur, c'est que c'est un secteur où il faut une forte intensité capitalistique pour investir. Et évidemment, dans ce secteur, là, vous trouvez très peu de compagnies africaines parce que effectivement, il faut beaucoup de ressources sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Il y a un savoir-faire qu'il faut dans le secteur du pétrole, dans le secteur des énergies de manière générale. C'est un savoir-faire qui n'est pas encore tout à fait, à quelques exceptions près, approprié par les industriels africains. L'Afrique représente environ 8% des réserves pétrolières mondiales. Malgré une forte croissance au niveau de la demande, les économies pétrolières africaines doivent faire face à de nombreux problèmes de gestion, à savoir le manque de transparence des recettes liées au pétrole, la corruption et une inégale répartition des richesses issues de son exploitation. La meilleure façon d'avoir davantage d'entreprises africaines dans le secteur, c'est de commencer d'abord par une appropriation africaine de ce secteur-là. C'est très important de ne pas imaginer que c'est un secteur dont on peut s'approprier le savoir-faire de manière immédiate. Non, il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps de connaissance. D'ici 2030, le continent sera la région du monde qui connaîtra le plus fort taux de croissance au niveau non seulement de la demande, mais aussi de la consommation de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette croissance est encouragée par une augmentation globale de 2,3% du produit intérieur brut africain en 2018.
Face à la problématique de congestion dans les différentes villes, le gouvernement du Ghana poursuit son initiative en faveur de l'amélioration du secteur des transports. Le pays va prochainement démarrer un méga projet de transport dans la ville d'Accra. Un accord de 2,6 milliards de dollars a été signé ce lundi 11 novembre avec le consortium sud-africain African Investment en Afrique du Sud, en marge de l'Africa Investment Forum pour le projet Accra SkyTrain, un sujet de Victoria Sedji. Avec 2 291 352 habitants, la ville d'Accra passe pour être l'une des plus congestionnées d'Afrique de l'Ouest. Ces 2 dernières années, des projets ont été initiés pour fluidifier le trafic urbain. Lundi 11 novembre, l'exécutif a annoncé avoir signé un accord de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment, accord qui permettra d'implémenter le projet Accra SkyTrain, un système de transport rapide sur rail circulant sur voie aérienne. Le problème auquel toutes les capitales africaines sont confrontées, c'est cette question du désenclavement de nos affaires. Et surtout que l'on sait que de plus en plus, le commerce prend une dimension très importante dans le développement économique de nos États. La mise en réseau, la mise en relation de nos grandes villes est quelque chose d'extrêmement important. Selon les chiffres officiels, la population urbaine ghanéenne croît de 3,1% par an en moyenne. 95% des transports des personnes et des biens s'effectuent par voie routière. L'exécutif a déclaré que le modèle révolutionnaire Accra SkyTrain pourrait être reproduit dans d'autres villes du pays. Il y a aussi la question de la rentabilité économique d'un tel système. Il y a bien entendu un ensemble de mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour effectivement permettre à ces États-là de pouvoir supporter le coût financier du projet qui pourrait être dupliqué sur l'ensemble des pays africains. Pendant la phase de construction, le projet devrait générer 5 000 emplois d'après les autorités et plus du double à terme d'une valeur totale de 3 milliards de dollars. Son financement sera bouclé d'ici la fin 2020. Dans l'actualité sportive, en Tanzanie, la Fédération internationale de football a tranché dans l'affaire de l'ex-patron du football du pays. Jamal Emile Malinzi a été suspendu 10 ans de toute activité liée au ballon rond par l'instance en charge de la discipline. Une sanction révélée à la presse ce lundi 11 novembre. Le Tanzanien a été reconnu coupable de détournement de fonds de la FIFA, de la CAF et également de sa propre fédération. Il a été condamné par la commission de discipline FIFA à une amende de plus de 455 000 €. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.